Bonjour, Monsieur Ramon Sarro. Merci encore d'avoir accepté de participer à cet entretien dans le cadre des entretiens de la chaire Yves Oltrama, Religion et politique. Mon nom est Andila Duma et je suis étudiante ici à l'IHEID. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur émérite d'anthropologie sociale à l'Université d'Oxford et vous étiez également doyen du St. Anthony's College à Oxford. Vous avez soutenu votre thèse portant sur l'iconoclasme, la religion et la politique chez les Baga en Guinée à University College London, UCL, en 1999. Et vous avez aussi travaillé sur les mouvements prophétiques en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et en Guinée-Bissau, en Afrique centrale, en RDC et en Angola, et au Portugal. Vos recherches actuelles portent sur l'interface entre prophétie, art et invention de l'écriture en Afrique occidentale et centrale. Et pour ne pas oublier, vous êtes également titulaire de la chaire européenne d'imagination et société à l'Institut de sciences sociales à l'Université de Lisbonne. Exactement, merci. Donc, l'objectif de notre entretien d'aujourd'hui est d'échanger autour de vos travaux sur les mouvements prophétiques, sur l'anthropologie religieuse et sur la place de la créativité dans la religion en Afrique. Par là, je pense notamment à la manière dont les acteurs religieux conçoivent et inventent de nouvelles pratiques, de nouveaux symboles et de nouvelles formes d'expression. Cette dimension de créativité que vous abordez dans certains de vos travaux nous permet de remettre en question les représentations d'une Afrique stagnante, dépourvue de culture, et de briser l'image du religion en Afrique, qui est souvent perçue comme un vestige du passé. Mais avant d'entrer dans le vif de l'entretien et de vos travaux, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours intellectuel, des sujets qui vous animent et de ce qui vous a amené à étudier l'anthropologie religieuse et les mouvements prophétiques en Afrique? Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de cette invitation dans cette belle institution et surtout de votre belle présentation de mon parcours et de mes travaux. Alors, pour aller à la question précise, qu'est-ce qui m'a amené à l'étude de la religion africaine et de mouvements prophétiques en particulier? Je crois que ça serait difficile, maintenant que ça fait presque 40 ans que j'ai commencé à étudier, ou plus de 40 ans, on risquerait de tomber dans l'illusion biographique si je cherche une cohérence extrême dans tous les petits mouvements qu'il y a eu. En tout cas, moi, j'ai étudié l'anthropologie en Angleterre, après avoir étudié un peu d'anthropologie en Espagne, mais surtout la philosophie. Je venais de la philosophie. Peut-être j'étais un peu insatisfait avec la manière dont les philosophes ne font pas attention au sujet vivant, à l'interaction avec les personnes. Peut-être j'étais aussi insatisfait, mais ça c'est peut-être une lecture d'aujourd'hui, par l'excès d'érocentrisme et surtout de eurocentrisme continental qu'il y avait dans la philosophie en Espagne dans les années 80. Et alors l'anthropologie me paraissait une manière de sortir un peu de limites de la connaissance, faire une autre discipline, mais aussi connaître d'autres endroits du monde. Je suis parti en Angleterre, où j'ai étudié anthropologie en 89 déjà, avec une équipe particulièrement forte en anthropologie africaniste. Une équipe ils sont tous maintenant à la retraite, il y en a qui malheureusement sont déjà décédés, mais c'est une équipe qui m'a formé pendant les années 90, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat sur justement les Baga que vous avez évoqués, qui sont toujours mes amis. Je viens de recevoir un WhatsApp d'un de mes amis au village. J'y vais de temps en temps maintenant. Et ce que j'ai constaté chez les Baga, c'était la présence dans la mémoire historique de Baga, la présence très forte d'un mouvement iconoclastique lié d'un côté aux religieux, particulièrement à l'islam, mais aussi lié à la structure coloniale de la Guinée dans les années 50. Alors là, j'ai compris que l'anthropologie n'est pas forcément l'étude qu'on le voulait dans l'anthropologie classique, l'étude d'une culture ou d'une société, d'une structure,
c'est aussi l'étude de changement, de transformation, et en tout cas, il faut qu'on introduise une dimension dynamique dans l'étude de l'anthropologie. Et c'est vrai que l'histoire était déjà présente dans l'anthropologie des années 80-90. On donnait beaucoup d'importance à l'histoire, mais il y avait encore, je crois, une épistémologie beaucoup plus sociocentrique. Donc c'était la société dans la globalité, ou la culture en globalité. Vous avez parlé d'une Afrique dépourvue de culture. Parfois c'était le contraire, c'était un excès de culture, comme si la culture c'était une chose qu'on ne peut pas toucher, une espèce de supra-conscience durkheimienne qui tombe sur l'individu. Alors il n'y avait pas d'attention au rôle de l'individu, de la créativité, de la personnalité. C'était très difficile pour l'anthropologie européenne, que ce soit française ou anglaise, ce sont les deux que je connais mieux, de faire une rupture épistémologique et donner en centralité à l'individu et au changement produit par des individus. Alors l'étude de l'iconoclasme Baga m'a mis forcément à lire l'anthropologie d'une autre manière, à être plus attentif au changement de structure, aux transformations des sociétés et à ce que Max Weber, les Weberiens, appelleront le charisme. Donc, parce qu'il y avait, au début du mouvement iconoclastique, il y avait un personnage que moi je crois que sociologiquement on peut appeler un prophète, qui a produit le changement dans la structure et dans les mentalités et l'habitude des individus. Et à ce moment, ce n'était pas évident de faire ça. Je me souviens beaucoup de mes collègues, même des gens de mon âge, mes profs en France, en Angleterre, en Espagne, qui me disaient, bon, ce que tu fais, c'est la sociologie vraiment. Ça, c'est la sociologie politique, c'est pas l'anthropologie. L'anthropologue étudierait la structure de la connaissance, du cosmos, du monde, Baga, le rituel, et comment le rituel reproduit une vision du monde. Mais étudier un mec qui a introduit l'islam et qui a produit un changement dans un petit village Baga lié à la politique décoloniale des années 50, ça c'est plutôt la sociologie politique. Mais moi je crois qu'ils se trompaient, et je crois que l'histoire montre qu'ils se sont trompés en fait, parce que le titre des sociétés comme si c'était d'univers clos, c'est très problématique, même inviable dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que dans ma carrière, comme je venais de la philosophie aussi, et je m'intéresse aussi à beaucoup de choses abstraites, j'ai essayé quand même de ne pas tomber sur une anthropologie trop sociologique, de simplement décrire quels sont les changements, quelles sont les explications sociologiques qui permettent l'émergence d'un mouvement prophétique. J'ai aussi essayé de faire une anthropologie beaucoup plus attentive aux structures aussi, aux structures mentales, aux structures sociales. Et c'est pour ça que j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé toujours de combiner, disons, pour parler à la française, combiner l'anthropologie qui était défendue par Balandier, par exemple, qui a été toujours une inspiration pour moi, avec l'anthropologie de Lévi-Strauss, par exemple. Non? Et j'essaie toujours d'être entre la structure et le changement, un peu dans ce moment que j'appelle l'incertitude, le principe d'incertitude, où tu ne peux pas te focaliser dans les deux choses en même temps, mais tu essaies quand même d'arriver à des modèles qui expliquent une structure et le changement en même temps. Vous avez une carrière très impressionnante. Vous avez noté un sujet qui fait partie de ma prochaine question, donc la créativité et la transformation. Donc ça m'amène à parler de votre ouvrage The Invention of an African Alphabet, Writing, Art and Congo Culture in the DRC, qui a été publié en 2023. Dans cet ouvrage, vous retracez la vie et l'œuvre de l'inventeur congolais
David Wabeladio Pai, qui est créateur de l'alphabet Mandambe en République démocratique du Congo. Donc, tout au long du livre, vous explorez les dimensions spirituelles, artistiques et prophétiques qui sous-tendent la création de ce nouveau système d'écriture. Selon vous, que nous révèle cette invention sur le rôle justement du créatif, du religieux dans les dynamiques de changement social et politique en Afrique centrale? Oui, merci beaucoup. Ce que j'ai voulu faire avec le livre sur David Wabeladio Pai, moi j'appelle David Wabeladio, qui malheureusement nous a abandonnés en 2013, quand moi j'ai commencé à écrire le livre sur lui, avec lui, une sorte d'ethnographie collaborative. On écrivait ensemble, on a fait beaucoup de recherches ensemble, on a vécu de moments merveilleux ensemble, on a fait un pèlerinage à la ville sainte de l'église kimbanguiste, à 50 km de Banzangungu, à pied 2 fois, parce que c'était dans cet endroit où il a eu la révélation en 1978, quand il était 78, pardon, quand il était très jeune, il a eu une révélation divine. Et moi, j'ai compris par ces explications que cette révélation était liée au paysage. Alors je me suis dit, il faut que je connaisse ce paysage. Et vraiment, c'est un paysage mystérieux, c'est un paysage qui est plein de miracles, de différents prophètes, d'histoires aussi, d'histoires coloniales, d'histoires terribles, d'histoires de l'esclavage. Et en faisant le parcours avec lui, j'ai compris mieux sa biographie, en faisant une espèce d'ethnographie péripatétique, disons, à pied. Mais pour moi, l'importance de ce que David Wabeladio nous montre, c'est d'un côté qu'il est possible de faire une anthropologie basée sur les sujets, sur un individu en particulier. À partir de la biographie de Wabeladio, j'essaie de reconstruire les conditions de possibilité de l'émergence d'une chose pareille, de l'émergence d'un nouveau alphabet. Donc je me suis mis à lire et à écrire sur les structures coloniales au Congo, aussi sur le premier moment postcolonial avec Mobutu, sur le deuxième moment colonial déjà dans les années 90. Mais ce que j'essayais de documenter et de discuter avec lui, parce que c'était un interlocuteur, ce n'était pas seulement quelqu'un sur qui j'écrivais, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai discuté vraiment avec profondeur et une rigueur philosophique. Ce que j'essayais de voir, c'est comment le nouveau s'inscrit dans une société, comment un nouveau alphabet, non seulement il est inventé, mais pourquoi il est accepté. Parce que les gens au Congo, ils ont déjà un alphabet. Donc ils ont l'alphabet romain, latin, ils peuvent écrire, ils ont été à l'école, plusieurs. Mais pourquoi ils acceptent un alphabet nouveau? Et ce que j'ai très vite compris dans la recherche, l'alphabet Mandambe est lié notamment à l'église kimbanguiste, pour différentes raisons que j'explique dans le livre. David lui-même, il n'était pas kimbanguiste, il était catholique quand il a eu la révélation, mais la révélation, paradoxalement, lui venait de Kimbangu. Alors, cette tension est déjà intéressante parce que le catholicisme qui venait de ses oncles, qui était un des oncles maternels était un prêtre, le catholicisme, bien sûr, a été introduit au Congo, et en Afrique centrale avec une espèce de hybridation avec l'impérialisme et le colonialisme plus tard. Le kimbanguisme, c'est un mouvement prophétique. C'est Simon Kimbangu, un prophète qui en 1921 a, disons, dit non aux structures politiques traditionnelles et coloniales. Il a dit il faut être différent, il faut dire non à tout ce qui nous paraît, qui attaque notre dignité en tant qu'individu, en tant que peuple. Et alors l'église kimbanguiste, le fait que Wabeladio a reçu, en tant que catholique, qu'il a reçu un alphabet par une vision où Kimbangu lui dit je te donne un alphabet pour le peuple africain,
c'est déjà intéressant, surtout avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur la décolonialité, c'est fascinant. Alors David s'est converti au kimbanguisme, et moi j'ai compris que pour l'acceptation de son alphabet, qui est maintenant enseigné dans plusieurs centres au Congo, même en diaspora, et c'est pas clair, mais je crois que dans le futur, on va l'introduire à l'université de Kinshasa. On était presque là quand David Wabeladio est décédé. Maintenant, c'est la veuve de David, Eugénie, avec qui je suis en contact, sur qui il faudrait écrire un autre livre, parce que c'est une femme d'une force extraordinaire, qui essaie de continuer le travail de son mari, de son fait mari. Mais le Mandombé a été accepté par le peuple, par les communautés, justement parce que c'était une révélation divine. Si c'était quelqu'un qui avait dit j'invente l'alphabet et je vous le donne, je crois que personne n'allait pas s'intéresser. On aurait dit bon, vous êtes fous, il y a beaucoup de fous qui inventent l'alphabet dans le monde, et c'est vrai d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Mais le fait qu'il a pu convaincre beaucoup de gens, et grâce au support que l'Église kimbanguiste lui a donné, qu'il a pu convaincre que c'était un alphabet envoyé par Dieu, ça donne à l'alphabet une légitimité extraordinaire, et surtout ça permet d'introduire un alphabet qui n'a rien à voir avec l'histoire coloniale. Parce que c'est Dieu lui-même directement qui nous l'a amené ici dans le monde. Les Belges, les Français, les Portugais n'ont rien à voir avec ça. C'est entre Dieu et David Wabeladio Pai. Et pour moi, c'était très intéressant parce que je m'intéressais beaucoup déjà à une théorie comparatiste, ce que je suis en train toujours de faire sur le prophétisme, pas seulement africain, le prophétisme en général. Et j'ai compris avec David Wabeladio Pai qu'il y a certaines constantes dans les mouvements prophétiques. Une des constantes qu'on trouve, c'est le rejet à être un prophète. Et ça, moi, je le voyais avec David. Parfois, on était dans la rue à Kinshasa ou à Lisbonne, parce qu'il est venu à Lisbonne plusieurs fois. Il venait à la diaspora souvent. Et moi, je voyais des hommes et des femmes qui se genouillaient en face de lui. Et il disait non, moi je n'ai rien à voir avec ça. Je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un prophète, je suis simplement quelqu'un qui Dieu a montré comment faire un alphabet. Et là, il y a la deuxième question que je voudrais signaler, si j'ai le temps, c'est qu'un aspect très important pour moi de l'étude sur David Wabeladio Pai, c'est la tension que je trouve dans sa biographie et que j'exprime et que le lecteur ont très, très, très bien compris, entre ce qu'en anglais on dirait son agency et le fait que l'alphabet vient de Dieu. Alors ça met des questions même de copyright et de propriété intellectuelle très intéressantes. Parce que maintenant, c'est très difficile de dire que David Wabeladio Pai est l'inventeur du Mandombé. Parce que lui-même, il disait, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Alors les détracteurs disent, bon, lui, c'était un instrument de Dieu, et il s'est vanté d'être l'inventeur, mais il n'était pas l'inventeur. Moi, je trouve une solution dans le livre, c'est dire que Dieu lui a montré le chemin, les principes basiques, qui sont très géométriques. Tout l'alphabet est basé sur une géométrie presque quantique, très intéressant. Mais c'est lui, avec son travail intellectuel à lui, qui l'a développé en alphabet. Surtout un alphabet phonographique, parce qu'au début, le Mandombé était plutôt une forme d'art. C'est après que, dans les années 90 déjà, qu'il l'a développé en forme d'alphabet phonographique. Donc pour une anthropologie de l'invention, c'est un cas, moi je crois que ça a été vraiment le moment de ma carrière, être capable de travailler avec lui en personne. Je suis fascinée en vous écoutant parler. Donc on va dévier un peu du sujet de l'alphabet pour parler d'un sujet qui a été très central dans vos projets de recherche. C'est l'écosystème des mangroves. Donc vous avez travaillé notamment sur un projet interdisciplinaire Mangroves and Aluminium, Environmental and Social-Cultural Resilience on the Coast of the Republic of Guinea, que vous avez dirigé de 2018 à 2021. Donc, au fil de vos recherches sur ce thème central des mangroves,
Qu'avez-vous pu observer quant au lien entre croyances locales, pratiques religieuses et résilience communautaire face aux transformations environnementales et économiques en Guinée? Oui. Oui, c'est une question que je vous remercie beaucoup parce que ça me permet aussi d'expliquer un petit moment de rupture biographique où j'avais déjà commencé le travail sur Wabella Diopai. J'étais très investi à l'histoire du kimbanguisme. Je me suis beaucoup focalisé sur l'histoire du kimbanguisme en Angola plutôt qu'au Congo parce que c'est très méconnu. Et puis comme j'habite au moins 50% de mon temps au Portugal, et je m'intéresse beaucoup à l'histoire coloniale et à la décolonisation de l'Afrique lusophone. J'ai beaucoup travaillé sur le kimbanguisme en Angola. Mais alors, j'ai mis une petite parenthèse pour aller en Guinée. Parce que je voulais me retrouver avec les amis, je voulais voir avec mes propres yeux ce qu'on m'expliquait. Quand moi je faisais mon terrain en Guinée en 96, 97, 98, 2000, 2002, il y avait une compagnie de bauxite, la fameuse CBG, la compagnie de bauxite guinéenne, basée à Kamsar, qui était une ville côtière. En 2015, mes amis me disaient il y a 16 compagnies de bauxite, d'extraction de bauxite. Certaines de ces compagnies qui se sont installées depuis il y a 4 ou 5 ans ont déjà exporté plus de bauxite que ce que la CBG a exporté depuis 1972, quand elle a été créée en Guinée. Et alors je voulais voir cette transformation. Je savais que ça allait me briser le cœur parce que je savais comment ça les met en difficulté. Et c'est comme ça que j'ai connu Penda Diallo, qui est une collègue spécialiste dans le secteur minier, dans la sociologie des mines, qui avait fait son doctorat en Angleterre, elle est guinéenne. Ma propre collègue, ma femme, Marina Temudo, qui est spécialiste de l'écologie humaine de mangrove, avec Marivonne Curtis, qui est une spécialiste d'art Baga. On a mis ce projet dont vous parlez pour aller retrouver les Baga aujourd'hui. Moi, j'ai écrit un article à Politique africaine où j'explique comment la vision que j'ai eue des Baga 20 ans après mon terrain, c'était tout à fait différent, ce qui montre ce qu'on disait au début, la dynamique des sociétés. Par exemple, dans les années 90, les Baga étaient énormément gérontocratiques. La jeunesse devait obéir, c'était les valeurs de l'obédience surtout. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Maintenant, ce sont les vieux qui demandent chaque fois les conseils des jeunes. Les vieux ont compris qu'ils sont dans un monde qui ne les appartient pas. Et alors, cette vitesse de l'extraction de bauxite, ça m'a paru extraordinaire. Et moi, ce que j'ai compris chez les Baga, quand moi je faisais mon terrain dans les années 90, c'est que le pays Baga, dans la mangrove de la Guinée-Bissau, c'est un espace qui est un espace réel, mais c'est un espace imaginaire aussi. Et les Baga sont toujours dans les deux mondes. Ils sont toujours dans le monde sensoriel qu'ils perçoivent, qui peut être bon, très souvent très mauvais, mais ils sont toujours en train d'analyser ce monde selon des modèles très anciens qui leur donnent l'espoir. Chaque fois que je parle avec eux, je vois qu'il y a l'espoir que le vrai pays Baga, bon, en ce moment, il est par terre, il est caché, mais ça va revenir. Alors, il y a une phrase espagnole, enfin, il y a une phrase d'un poème qui circulait par l'Europe au XVIe, XVIIe siècle. En Espagne, il est très connu par un poème de Quevedo qui dit « Tu cherches Rome à Rome, mais tu ne trouves pas Rome à Rome. » Parce que les bons catholiques, quand ils partaient à Rome, ils ne trouvaient pas la Rome imaginaire, ils trouvaient une ville mondaine. Et moi, cette phrase m'a fait toujours donner à penser sur ce que moi j'appelle, en suivant un anthropologue anglais, Edwin Ardener, j'appelle the remoteness, ce qui est ailleurs. Et pour les Baga, ce qui est ailleurs, c'est leur propre pays. Il est là, mais il est ailleurs en même temps. Et alors, c'est cette notion que le pays est là,
que j'avais trouvé déjà en relation à l'iconoclasme, par exemple. Le Baga me disait, dans les années 90, la jeunesse des années 50, ils ont tout détruit, ils ont brûlé les fétiches, comme ils s'appelaient les objets sacrés, ils ont brûlé les forêts sacrées, ils ont tout détruit, mais ils n'ont rien détruit. Tout est là. Un jour, on les va faire sortir. Et cette notion d'être là et n'être pas là, moi je la discutais souvent avec quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est David Berliner, un anthropologue belge, qui travaillait aussi à Guinée-Conakry en même temps que moi. Et on discutait souvent cette idée d'être et ne pas être. Et je crois que pour un étudiant de la religion, c'est très important de comprendre qu'on habite des mondes parallèles, individuellement et collectivement. On est dans deux mondes toujours. Et alors l'importance de ce que j'avais déjà constaté dans les années 90 m'a permis aussi de comprendre qu'il y a encore une résilience, un espoir, même face à cet extractivisme terrible de la bauxite, qui maintenant est 2 ans après, une année après ma dernière visite en Guinée, il y a eu le coup d'État de Doumbouya. Alors maintenant c'est vraiment la fin, c'est-à-dire il faudrait, je ne sais pas, une révolution que je n'ai même pas capable d'imaginer pour en finir. Mais tu vois que les gens continuent à avoir l'espoir. Ce que j'ai constaté chez les Baga, en relation à l'univers religieux, spirituel, c'est l'importance du concept du contrat spirituel, le contrat avec l'esprit de lié. Ce qui est en contraste aujourd'hui avec le contrat que le président fait avec les sociétés chinoises ou russes minières. Mais le contrat avec l'esprit, c'est une chose que l'islam et le christianisme ont beaucoup critiqué, mais maintenant ça revient avec force aussi, parce que c'est une façon de légitimer la seule chose qu'ils ont, les Baga en Basse-Côte Guinée, c'est le foncier. Donc il peut encore se réclamer être le propriétaire de la terre. Et alors je constate qu'il y a de plus en plus l'acceptation qu'il faut retourner à une espèce d'ancestralité, de croire que les ancêtres, ou d'accepter que les ancêtres, il y a 4 ou 5 générations, avaient fait un contrat avec l'esprit et que cette terre appartient à ce village ou à cet autre village. Et il y a une résurgence d'un discours et d'une pratique ancestraliste qui est très intéressante. C'est vraiment intéressant que vous parlez de l'esprit parce que justement la prochaine question c'était par rapport à ça, mais en Guinée-Bissau du coup. Donc dans le film Chasing Shadows qui est sorti en 2021, ce film est inspiré de votre projet de recherche de Prophetess and the Rice Farmer, Innovations in Religion, Agriculture and Gender in Guinée-Bissau. Donc ce film nous plonge dans l'univers prophétique du mouvement Kiangak qui se traduit justement par les esprits. Et donc comment ce mouvement, selon vous, illustre-t-il la matérialisation de l'imagination prophétique dans les sociétés rurales d'Afrique de l'Ouest? D'accord, merci beaucoup. Le mouvement Kiang m'a beaucoup fasciné depuis que Marina Temudo m'en avait parlé déjà en 2002. Et c'est avec elle que j'ai fait le projet dont vous évoquez. C'est vraiment Marina qui est le spécialiste de la communauté Yang et de l'écologie humaine. Mais Marina étant beaucoup plus basée sur, le focus de Marina est beaucoup plus basé sur l'infrastructure, pour le dire ainsi, pas sur la superstructure idéologique, la religion ne l'intéresse pas. Mais elle avait constaté qu'il y avait un mouvement prophétique inspiré par une femme, cette fois-ci, qu'on a très bien connue, et que les gens qui se convertaient, ce n'est pas une conversion au sens strict, mais les gens qui passaient à faire partie de ce mouvement prophétique, de ces communautés prophétiques, ils avaient une éthique du travail différente de ceux qui ne se convertissaient pas. Alors j'ai dit à Marina, mais écoute, ça c'est Max Weber, c'est vraiment la religion et l'esprit du travail. Et alors j'étais très content qu'on a pu faire le projet ensemble. On est parti en Guinée. Alors j'ai constaté là aussi certains universaux, disons, constants de la culture prophétique, l'importance du charisme, dans ce cas d'une femme. Ce qui est curieux, c'est que le mouvement Kiang n'a pas d'inspiration chrétienne, ni d'inspiration musulmane. Ça nous met à des mouvements prophétiques autochtones, basés sur la culture religieuse locale de Kiang. Mais quand même, c'est un mouvement
comme je disais avant, ça nous permet aussi d'étudier l'introduction du nouveau, de nouvelles pratiques. Par exemple, ce qui intéressait beaucoup Marina Temudo, c'était comme les gens qui se convertaient au Qiangyang introduisaient de nouvelles pratiques agricoles, de nouvelles variétés de riz, essayer de supérer la crise climatique qu'on a eu. Déjà dans les années 80, il y a eu une sécheresse très grave qui a beaucoup affecté les populations balantes, qui est le nom de ce groupe ethnique. Et alors ça m'a permis à moi de comprendre que ces mouvements nous donnaient des éléments encore pour un comparativisme. Par exemple, Max Weber, dans son étude sur le judaïsme classique, un livre posthume, il dit que le prophète apparaît dans les margines. Et c'est exactement le cas de Balante. Les Balantes, c'est un peuple complètement marginalisé. Complètement, c'est-à-dire, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas des mandingues, ils ne sont pas des foules. Et cette marginalisation a été, après, fait partie de les conditions de possibilité de l'émergence de ces mouvements prophétiques. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans le Qiangyang, à part la connexion entre l'écologie, le travail et la nouvelle religion, c'était d'un côté l'ancestralité, parce que c'était aussi retourné aux ancêtres, ce que les musulmans et les chrétiens ont tendance à négliger. De l'autre côté, la rupture en même temps, avec des pratiques que les musulmans et les chrétiens voulaient introduire. Mais aussi de l'autre côté, un certain mimétisme, c'est-à-dire ils voulaient être à la même hauteur de dignité que le peuple musulman ou chrétien. Et ils ont leur prophète, Jésus-Christ, Mohammed. Nous aussi, on a une Tombikté qui est cette femme. Il y avait une sorte d'osmose religieuse très intéressant. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé du Qiangyang, c'était la tendance que le prophète, les gens qui se convertissent au mouvement, ont à produire de l'art. Et aussi à inventer des alphabets. Mais surtout à faire de graphismes extraordinaires, de n'importe quel support. Et ce sont des images qui montrent très souvent la possibilité d'un monde nouveau, des images prophétiques. On dit maintenant, les spécialistes de l'image parlent de l'image anticipatoire, l'image qui est un sujet théoriquement très intéressant parce que depuis Platon, on a toujours soupçonné que l'image c'est la copie de la réalité ou la copie de la copie de la copie de la réalité. Mais avec le mouvement prophétique, tu trouves que l'image c'est la première chose. Après, il y a la réalité. Alors, du point de vue théorique sur l'image, c'est un mouvement qui m'a permis de faire de réflexions, je crois, que je pourrais extrapoler, mais aussi qui m'a permis de comprendre qu'un problème de l'anthropologie de la religion, en général, pas seulement en Afrique, certainement en Afrique, mais même dans le christianisme occidental, un problème de l'étude de la religion, c'est l'eurocentrisme. On soupçonne toujours que l'explication, c'est une chose qu'on peut expliquer, qu'on peut lire dans les textes sacrés, qui se base sur des narratifs, que ce soit mythique ou réel, peu importe, mais c'est toujours la narrative. Alors, l'étude de l'imaginistique Qiangyang, avec les Mandombe aussi, me permet de revenir à des théories très anciennes, presque de romanticisme allemand, français du 19e siècle, où on parlait déjà qu'une chose c'est l'image et l'autre c'est la parole, et qu'ils appartiennent à des domaines très différents. Et je crois qu'il faudrait repenser le rapport entre l'image et les mots, l'image et la parole. Et le mouvement prophétique, l'imagination prophétique, comme je préfère de le dire, nous permet de repenser cette relation entre image et parole. Cette belle phrase, ça nous amène à justement un de vos derniers articles, La Voix des prophètes, qui parle de l'imagination prophétique. Oui. Donc l'article s'intitule La Voix des prophètes, Histoire, Structure, Imagination. Elle a été publiée en 2023 dans la revue L'Homme. Un passage qui m'a beaucoup frappé, c'est vers la fin de l'article, vous écrivez « Dans mes recherches, j'ai vu comment le passé est visité pour restructurer le présent, comment le présent est utilisé pour réévaluer le passé et comment un plan d'action émerge pour construire l'avenir grâce à ce que j'appellerais le travail de synthèse effectué par l'imagination prophétique. »
Donc, à travers vos expériences de terrain en Guinée-Bissau, en Angola, en RDC, comment cette notion de travail de synthèse que vous avez mentionnée à plusieurs reprises dans cet entretien, comment a-t-elle éclairé votre compréhension des rapports entre religion, histoire et politique, et quels enseignements tirez-vous de ces différentes expériences? Merci beaucoup. D'abord, je crois ou j'espère que dans le texte que vous citez, qui était la conférence Lévi-Strauss que j'avais fait à Paris, je crois que je me référais à mon grand collègue et ami Jean-Pierre Dozon, qui avait écrit un livre extraordinaire pour nous tous, qui est La cause des prophètes, basé surtout sur son travail en Côte d'Ivoire, où il montrait l'importance du mouvement prophétique pour la construction d'un espace public typiquement ivoirien, enfin français au début, mais ivoirien par réaction. Et c'est lui qui parle de la synthèse. C'est un concept qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai lu Jean-Pierre, et puis j'ai beaucoup discuté avec lui. Il y a une constellation de concepts qui je crois, on doit mettre en dialogue. Il y a le concept de synthèse, il y a le concept de bricolage, un concept typiquement lévi-straussien, mais qui a été beaucoup travaillé par un africaniste, André Marie, qui m'a beaucoup intéressé toujours. Il y a le concept de branchement de Jean-Loup Bamsel. Je crois que justement le branchement pour moi c'est très important. Je crois que ce que je trouve dans l'imagination prophétique, c'est toujours un effort de partie des prophètes et de ceux qui le suivent, de faire des connexions entre le passé, le futur, l'Europe et l'Afrique, les ancêtres, les vivants, les hommes et les femmes, et ceux qui ne sont ni hommes ni femmes. Il y a toujours l'effort de connecter. La connectivité, c'est vraiment... moi, je parle dans un article, je dis que les prophètes sont masters of connectedness en anglais. Et je crois que c'est une idée que peut-être je l'ai pris déjà quand j'avais lu Dozon. Mais je crois que ce travail de synthèse, je le vois dans le cas du Kiang-Yang, je le vois certainement dans le cas du kimbanguisme, je le vois dans beaucoup de mouvements prophétiques que je suis en train d'étudier maintenant en Angola. J'amène des recherches sur Mbanza-Congo, qui était l'ancienne capitale du royaume du Congo. Et c'est une ville sur laquelle je suis en train d'amener beaucoup de recherches. Demain, je vais en parler à la conférence. Et tu vois comment les prophètes vont déjà au XVIIe siècle pour parler de l'esclavage ou de l'oppression impérialiste, après de l'oppression coloniale, pour mettre en valeur la culture du peuple Congo et les projeter au futur, et pour créer des scénarios, de possibilités où les choses sont ensemble. Alors moi, je constate qu'il y a dans l'anthropologie religieuse, peut-être parce qu'on a beaucoup focalisé sur la conversion au christianisme, dans les théories les plus récentes depuis 2000, 2005, 2006, on a beaucoup focalisé sur la rupture, comment le christianisme introduit une rupture avec le passé, avec soi-même, avec les ancêtres, avec les aînés. Mais je trouve que dans le mouvement prophétique, justement, on ne voit pas la rupture. Oui, il y a des choses qu'on considère mauvaises, il faut les abandonner, la boisson, la drogue, certaines pratiques culturelles, mais il faut quand même comprendre que nos ancêtres étaient les porteurs d'une culture qu'on nous a oubliée, à négliger et même à oublier. Et cette notion de l'oubli, qui est une notion qui a été beaucoup travaillée par Johannes Fabian en Afrique centrale, un auteur que je suis beaucoup. Cette notion de l'oubli est très, très importante. Je crois que les prophètes africains travaillent contre l'oubli. Et la synthèse qu'ils font, c'est justement de nous obliger à nous rappeler et projeter vers le futur. Les prophètes africains travaillent contre l'oubli. Je vais retenir ça. Donc, c'est finalement ma dernière question, qui est un peu plus pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Selon vous, quelles sont les grandes questions que les études contemporaines sur la religion et la politique devraient aborder aujourd'hui? Et quels conseils donneriez-vous aux étudiants et chercheurs associés de la chaire Yves Oltramar qui souhaitent poursuivre cette réflexion à l'échelle globale ou dans d'autres sociétés contemporaines? Bon, moi je suis une personne très ouverte à
à tout. Donc, n'importe qui va me présenter un sujet de recherche, si c'est ça qui les parle, je vais les encourager à suivre le chemin. Je me souviens une fois, j'avais connu Dennis Palm, une vieille africaniste française de l'école classique. Et moi, je lui ai dit, bon, les Bagas aujourd'hui, ce n'est pas les Bagas que vous avez connus dans les années 50, ils ne pratiquent plus de rituels, il n'y a pas de masques, maintenant c'est le football qui les intéresse. Et Dennis Palm, qui était une vieille de presque 90 ans, m'a dit, bon, si c'est le football qui les intéresse, alors il faut que toi tu t'intéresses au football. Parce qu'il faut s'intéresser à ce qui les intéresse. Et ça, c'était un conseil très, très beau que j'ai suivi d'ailleurs, bien que je n'aime pas le football. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le football baga. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tous les rapports entre la politique et la religion doivent être explorés. Surtout dans le monde où nous sommes aujourd'hui. On a vu récemment ce qui s'est passé aux États-Unis depuis quelques années, mais surtout on l'a vu d'après l'assassinat de Kirk il y a quelques semaines. Il y a un retour à des préoccupations vraiment théocratiques qui nous motivent à relire et à nous intéresser à nouveau à toute la littérature classique sur la théologie politique. Je crois qu'il y a une question que moi je trouve très, très importante, personnellement. C'est très simple à dire, mais en fait c'est très difficile à faire et peut-être difficile à comprendre, mais c'est l'importance de la religion pour la construction du pronom « nous », nous autres. Alors, moi je trouve que ce concept de « nous », qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de « nous », quand nous étudions ça, ou quand nous étudions eux, ou quand elles nous étudient à nous, qu'est-ce que c'est le « nous », qui sommes-nous? Je crois que ça serait intéressant de voir comment la religion se met dans la construction sociale de nous. Et dans ce sens, l'importance de la synthèse, ça serait aussi relevant. Il y a des questions que je trouve très importantes, sont les questions historiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, enfin, je le croyais déjà dans les années 90, mais de plus en plus, je crois qu'il faut faire une anthropologie de la religion historique. Il faut, avec des modèles problématiques, avec des débats, avec tout ce que vous voudrez, mais il faut savoir projeter ce qu'on apprend aujourd'hui de la culture Congo au passé, et voir comment ce qu'on fait aujourd'hui nous permet de comprendre ce qui s'était passé au XVIIIe siècle, par exemple. Et de faire ça en dialogue avec les agents eux-mêmes. Parce que je crois qu'un problème qu'il y a eu, surtout pour l'Afrique, c'est l'arrogance du chercheur. L'arrogance du chercheur qui dit « Non, moi je connais les sources, j'étais au Vatican, j'étais ici, j'étais là, j'ai lu le latin et toutes les langues européennes, je peux te dire que les choses ne se passaient pas comme ça. » Mais quand tu vois que les gens ont une perception différente, et surtout une mémoire différente, il faut les écouter. Parce que peut-être c'est là où tu vas être capable de faire une espèce de critique au sens kantien de comment l'histoire se reproduit et on parle des choses du passé. Moi, justement, je parle beaucoup de l'imagination ce jour-ci. Comme vous avez dit au début, maintenant on m'a nommé le titulaire d'une chaire européenne, Imagination en société. Et ça, mon intérêt par l'imagination prophétique, mais l'imagination en général, c'est aussi conséquence de mon souci pour l'épistémologie de la religion. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous, qui ne sont pas conscients de soucier de comment la religion est une catégorie qui a été inventée, qui a une généalogie, qui a une histoire, qu'on peut appliquer transculturellement, mais avec beaucoup de prudence épistémique et méthodologique.
Et je me souviens une fois, il y a plusieurs années, déjà Maurice Bloch, un collègue à Londres, qui disait justement, bon, la religion c'est un aspect de l'imagination humaine. Bon, tu peux être en contre de cette expression, mais c'est vrai que l'imagination, en tant que faculté qui nous permet d'imaginer, ou d'inventer, disons, dans notre tête de scénarios possibles, et de penser comment les choses se sont passées d'une manière différente à comment elles se sont passées, ou de comment elles vont se passer d'une manière alternative. L'imagination, on ne peut pas nier que c'est un aspect universel de la personne humaine, de l'espèce humaine, si tu veux. En tant que la religion, est-ce que les Bagas avaient une religion avant le chrétien le dit, ce que vous faites ici dans les tombeaux de vos ancêtres, on l'appelle religion. Bon, peut-être que vous n'avez même pas le concept, tu vois. Alors je crois que cette épistémologie, cette question épistémologique, de poser des questions, de penser aux conditions épistémiques, de ce qui nous permet de parler de la religion, et de faire des travaux comparatifs. Moi, je me pose tout. Chaque fois que je parle de prophète, je suis conscient que je suis en train d'utiliser une catégorie problématique. Elle aussi, elle a été inventée, elle a été transposée d'un continent à l'autre. Il y a des spécialistes de la Bible ou du judaïsme qui vont dire que le concept de nabi, on ne peut pas l'utiliser pour parler d'un mec en Afrique occidentale, etc. Mais il faut faire les choses avec prudence et avec ce que j'appelle une bonne dose d'imagination critique. L'imagination critique, c'est un concept qui maintenant devient très, très fort. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'imagination critique, notamment la philosophe catalane Marina Garcés, qui est une collègue aussi dans la chaire européenne. Elle travaille beaucoup sur l'imagination critique. L'imagination critique nous permet de faire une espèce de critique de l'imagination, de voir quelles sont les conditions qui ont permis d'imaginer les choses, etc. Par exemple, on parlait des archives dans le Vatican ou les archives dans les sources coloniales en Europe. Bon, il faut lire les archives aussi avec l'imagination critique et en dialogue avec la forme comme ils vont être lus par les gens dans les pays où ça concerne. Alors, moi, je crois qu'il y a l'épistémologie d'un côté, l'épistémologie du travail sur la religion, l'importance d'étudier tous les rapports entre politique et théologie, ou politique et religion en général, l'importance de la construction de cette nous, et vous, évidemment, ou eux, et comment la religion joue là-dessus. Mais je voudrais aussi finir par dire qu'il faudrait aussi étudier, et c'est pour ça que j'ai cette chaire maintenant, les rapports entre religion et imagination. Toutes sortes d'imagination, imagination politique, imagination esthétique, l'art, etc. Et finalement, une chose que je voudrais inviter les gens à être plus attentifs, c'est pas seulement dans l'étude de la religion, mais dans l'étude de l'humanité en général. Mais la religion, c'est peut-être un chemin idéal pour le faire. C'est l'étude de quoi on parle quand on parle de dignité humaine. Merci beaucoup, c'est une excellente manière de conclure. Donc, je note encore, il faut une bonne dose d'imagination critique. Et merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et pour la richesse de vos réponses. Votre perspective traite de manière fascinante les croisements entre imagination religieuse, politique et transformation sociale. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci encore. Le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup.